Dans 83 jours sera donné le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un événement planétaire dont s'est emparé le Palais de la Porte Dorée pour raconter l'histoire de l'olympisme à travers les crises, les luttes, les exploits, les médias, les médailles, tous ces combats qui ont façonné notre monde contemporain. Et on va en parler avec notre invitée Elisabeth Jolis-Schimels. Merci d'être avec nous. Vous êtes la conservatrice en chef du patrimoine du Musée national de l'histoire de l'immigration qui est abrité au sein du Palais de la Porte Dorée à Paris. Alors le récit de cette exposition s'étend en fait sur 130 ans. On peut presque dire de Paris à Paris, puisque c'est 1894 au moment où Pierre de Coubertin lance le CIO, et puis 2024 aujourd'hui, c'est 33 Olympiades au total en fait. Oui, effectivement, on s'est donné le pari, le défi de traiter de l'ensemble des Jeux olympiques modernes, donc depuis 1894, leur réactivation et la première édition à Athènes en 1896, jusqu'aux Jeux de Paris 2024 et même un petit peu au-delà. Alors c'est effectivement un sacré défi parce que 130 ans d'olympisme, c'est long, c'est dur à raconter, mais il y a une formidable scénographie dans cette exposition avec à chaque fois des panneaux qui se répondent entre l'histoire des Jeux et l'histoire du monde, car en fait, les Jeux olympiques, ça reflète l'histoire du monde. Oui, c'est vraiment le parti pris de cette exposition. C'est pas une histoire olympique pour elle-même. C'est voilà, c'est vraiment en quoi on voit que les Jeux olympiques sont plus que du sport. Ce sont des espaces de visibilité internationaux où les nations, les athlètes, les différentes parties prenantes se montrent, revendiquent parfois et puis réalisent des exploits, bien sûr, mais aussi des gestes sportifs, militants et comment les différents événements, les différents lieux aussi où se passent les Jeux racontent l'histoire du XXe siècle. Effectivement, on dit que la politique et la géopolitique résonnent dans l'enceinte olympique, en fait. On a aussi des images très fortes, on les a en tête, on les revoit tout au long de cette exposition. J'ai envie de prendre la première de ces photos. Tommie Smith et John Carlos, le point levé du Block Power, c'était le podium du 200 mètres, on va peut-être la voir à l'image. On est en 1968 à Mexico, une image dont on parle encore aujourd'hui. Oui, une image qui est vraiment restée emblématique et qui est au cœur du projet de cette exposition. On voit plusieurs types de gestes effectivement iconiques qui sont restés dans les mémoires. Celui-ci, c'est un geste militant, préparé, affirmé, qui revendique, qui dénonce une situation, la discrimination des Africains-Américains et qui revendique l'égalité des droits. Autre geste militant, le fameux bras d'honneur à l'URSS du Polonais Władysław Kozakiewicz, médaillé d'or en saut à la perche. On est là en 1980 à Moscou. Voilà, on la voit. La voici, là encore, un geste militant. Alors en réalité, un geste qui a été repris et interprété comme militant au niveau politique, quand il s'agissait, selon en tout cas son auteur, comme un geste de réaction, oui, de pied de nez au public moscovite qui le huait car il battait un perchiste soviétique. L'image, dans cette période... Donc c'est une interprétation celle-là en fait. Sans doute, on ne peut pas se remettre dans l'esprit de Kozakiewicz à cette époque, mais en tout cas, oui, c'était l'image de la Pologne qui commençait à se libérer, à vouloir se libérer du joug soviétique. On est quelques semaines, mois avant Gdansk et Solidarnosc. Donc oui, ça a eu une relecture politique quasi immédiate. Alors il y en a une troisième, je vais m'arrêter là après parce qu'il y en a tant qu'on aimerait montrer mais on ne le peut pas. Celle de Meyer et Toulouse, Barcelone 1992, finale du 10 000 mètres entre la Sud-Africaine blanche et l'Éthiopienne noire. Et là, c'est l'image de la fraternité qui est mise en valeur. Oui, tout à fait. Donc ces sportives choisissent après le 10 000 mètres de réaliser ce tour commun à Barcelone en 92. C'est la réintégration de l'Afrique du Sud bannie depuis 1963 en raison de l'apartheid. Donc en 92, l'Afrique du Sud revient dans l'arène olympique après la fin de l'apartheid. Et ce tour d'honneur d'une Éthiopienne noire et d'une Sud-Africaine blanche va incarner cet espoir d'une Afrique réconciliée, d'un apaisement à venir. Alors, on va parler un petit peu des Jeux paralympiques. On en parle moins en général que les Jeux olympiques. Et pourtant, on connaît leur importance. Ils vont débuter le 28 août à Paris. C'est en 1960 là qu'ils ont été créés. Ce sera à Rome les premiers Jeux paralympiques. Oui, ils sont reconnus. En réalité, depuis l'après-guerre, en 1948, il y a des Jeux de Stoke-Mandeville qui sont créés par un médecin allemand exilé pendant la guerre qui, dans son hôpital près de Londres, comprend que la compétition sportive, c'est une manière d'avoir une émulation, mais aussi une reconnaissance, donc une reconstruction psychique et mentale des personnes en
situation de handicap physique. Donc ces Jeux existent depuis 1948, mais le CIO et les instances paralympiques sont créées dans les années 80 et elles vont reconnaître les Jeux de Rome comme les premiers paralympiques. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ces Jeux Olympiques, il va falloir choisir. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la fresque qui accueille le visiteur au tout début, avec ses différentes morphologies en fonction du genre, on la voit là. Alors il faudrait pouvoir zoomer, on ne peut pas le faire, mais allez voir cette exposition et là vous comprendrez en fait toutes les différentes morphologies entre les hommes et les femmes en fonction des disciplines. Oui, c'est une reproduction de l'œuvre du photographe Howard Schatz qui a fait des portraits d'athlètes de haut niveau. Et effectivement, on a voulu en faire une des œuvres qui accueille le visiteur à l'entrée de l'exposition et qui est aussi confronté à un groupe sculpté, tirage d'un groupe antique, pour expliquer que l'archétype qui était dans l'esprit des fondateurs des Jeux Olympiques modernes, il s'est ouvert au monde. Maintenant, aujourd'hui, l'olympisme, le sport de haut niveau, ce sont des hommes et des femmes de toute origine, de tous aspects, avec des morphologies dans des disciplines extrêmement différentes. C'est ce que l'expo raconte aussi. C'est comment le monde cette comparaison est vraiment intéressante. Et justement, vous parlez de la professionnalisation. Rappelons que jusqu'en 1981, tous les participants aux Jeux Olympiques étaient des amateurs. C'était la règle, voulue par Coubertin et ses confrères dès le départ, aussi pour garantir au départ une certaine élite sociale, puisque les personnes qui devaient gagner leur vie bien sûr, ne pouvaient pas prétendre la gagner en faisant du sport. Exactement. Ouais. Mais il y a eu, bien sûr, même si effectivement l'amateurisme était la règle, en Union soviétique, par exemple, et aux États-Unis aussi, il y a des amateurs qui ont été largement subventionnés par l'État pour pouvoir être des champions. Il n'y a plus aucune discipline aujourd'hui qui est composée d'amateurs ? Il y a des disciplines, c'est plus une règle en tout cas obligatoire. Après, les fédérations peuvent avoir des législations différentes, mais c'est plus une règle intangible de la charte olympique. Et puis il nous reste quelques secondes à la fin de cette exposition. Vous vous demandez à quoi ressembleront les Jeux Olympiques de 2040. Vous avez la réponse ? Alors non, on en a imaginé certaines. On a fait un exercice de design fiction avec des groupes d'adultes et d'enfants, et puis ce sera proposé tout au long de l'exposition. On s'est posé la question, par exemple, des équipes. Est-ce qu'il n'y aura encore que des équipes nationales, ou est-ce que des diasporas pourraient faire des équipes, voire des marques, des entreprises? Est-ce que des nouvelles disciplines vont apparaître, peut-être basées davantage sur la coopération? Est-ce que les catégories féminines, masculines, valides, paralympiques existeront encore? Voilà les questions qu'on s'est posées. Merci beaucoup Elisabeth Joly-Schimels d'être venue sur le plateau TV5 Monde pour nous parler de cette très très belle exposition. Puis il y a aussi cet ouvrage, une vraie Bible, Olympisme, une histoire du monde. C'est lourd, ça a du poids, mais ça vaut le coup de l'acheter ou en tout cas de la consulter. Merci beaucoup. Merci à vous.